L'immobilier, on nous a toujours vendu ça comme le symbole ultime de la réussite, n'est-ce pas? L'aboutissement de toute une vie. Mais si cette vision était en fait une illusion pour la plupart d'entre nous. Aujourd'hui, on va justement décrypter ensemble comment ce qui ressemble à un rêve peut se transformer en un véritable piège financier. Oui, on nous a menti. Cette idée bien ancrée que posséder sa résidence principale est la meilleure chose à faire de son argent, eh bien, ça pourrait être un mythe. Un mythe soigneusement entretenu par un système, notamment bancaire, qui, lui, y trouve son compte avec cet endettement à très long terme. Parce que soyons clairs, pour une grande majorité de gens, signer un crédit sur 25 ans, ce n'est pas vraiment un investissement. C'est une laisse, une sorte de cage dorée qui enchaîne à un travail, à une ville, juste pour payer les murs d'une prison dont on a soi-même acheté les clés. Alors, creusons un peu cette idée. Cette première partie, on l'a appelée la cage dorée. C'est une image assez forte, je trouve, de ce que la résidence principale peut représenter. Un passif qui risque de tuer dans l'œuf toute velléité de liberté financière. Et c'est là qu'il y a un décalage fascinant. D'un côté, on a une personne qui célèbre, qui est fière de son achat. De l'autre, les initiés du monde de la finance, eux, voient quelqu'un qui vient de paralyser son capital et sa capacité d'emprunt pour des décennies. Eux, ils comprennent le piège. Pour vraiment saisir tout l'enjeu, il y a une distinction fondamentale à maîtriser. C'est quelque chose qu'on entend peu dans le débat public, mais c'est la différence cruciale entre un actif et un passif. C'est vraiment la clé de voûte de toute cette réflexion. C'est aussi simple que ça en fait. Un actif, ça met de l'argent dans les poches. Un passif, ça en sort. Le discours ambiant, souvent porté par les banquiers, c'est que la maison est le plus gros actif de son propriétaire. Mais c'est une simplification un peu trompeuse. Pour la banque, oui, la maison est leur actif. Mais pour le propriétaire, c'est une toute autre histoire. La résidence principale, c'est la définition même d'un passif. C'est un engagement qui, chaque mois, sans exception, fait sortir de l'argent du compte en banque. Le capital, cet apport qu'on a mis au départ, il ne travaille plus. Il dort. Il est littéralement piégé dans des briques. Et voilà pourquoi. Parce qu'au-delà du remboursement du capital, il y a tout le reste. Il y a les intérêts qu'on verse gentiment à la banque, la taxe foncière qui a tendance à augmenter, les assurances obligatoires, les rénovations qu'on n'avait pas prévues, l'entretien constant, bref, que des sorties d'argent, jamais de rentrée. Ah, mais on va me dire, et la plus-value à la revente? C'est l'argument ultime, celui qui met tout le monde d'accord. C'est l'espoir qui fait tenir tout l'édifice. D'accord. Alors analysons ça froidement avec des chiffres. Imaginons un scénario simple. Achat d'une maison à 250 000 €. 10 ans plus tard, on la revend 350 000. Sur le papier, le calcul est vite fait 100 000 € de gain. C'est une belle somme, non? C'est le chiffre que tout le monde a en tête. Ok, maintenant, on va déconstruire ce chiffre. On prend le prix de vente, on retire le prix d'achat, logique, mais il faut aussi soustraire tous les coûts réels qu'on a accumulés pendant 10 ans. Et là, attention, dans notre exemple, ça peut être des dizaines de milliers d'euros d'intérêts payés à la banque, les frais de notaire, les taxes, les rénovations, et tout à coup, le gain qui paraissait si spectaculaire, c'est considérablement réduit. Et le coup de grâce, c'est l'inflation. Parce que les quelques milliers d'euros qui restent à la fin, eh bien, ils n'ont plus du tout le même pouvoir d'achat que 10 ans plus tôt. En réalité, on s'aperçoit que la création de richesse est souvent bien plus faible qu'on l'imagine. C'est plus une forme d'épargne forcée, mise dans un coffre-fort, dont la banque détient la clé. Bon, face à ce constat un peu déprimant, quelle est l'alternative? Comment font les investisseurs aguerris? C'est simple, ils inversent complètement la logique. Ils se servent de la dette non pas comme un boulet pour s'enchaîner, mais comme un levier pour s'élever. Voilà le principe fondamental qui change toute la perspective. Au lieu d'acheter son confort et de s'endetter pour son propre toit, la stratégie c'est de louer là où on veut vivre et d'acheter des biens qui, eux, génèrent des revenus. Concrètement, comment ça se passe cette stratégie en théorie? On peut la voir en 4 temps. D'abord, l'apport qui aurait été bloqué dans une résidence principale est utilisé pour un bien locatif. Ensuite, dans le meilleur des cas, ce sont les locataires qui, avec leur loyer, remboursent le crédit et les charges. Troisièmement, l'objectif, c'est que l'opération dégage un petit extra chaque mois, un flux de trésorerie positif. Et enfin, ce succès peut permettre de recommencer, de créer un cercle vertueux. Bien sûr, ça demande une gestion rigoureuse et ça comporte ses propres risques, on n'a pas à se le cacher, comme la vacance locative ou les impayés. Le but de tout ça, ce n'est pas de dire qu'il ne faut jamais acheter sa résidence principale. Pas du tout. C'est de donner les outils pour faire un choix vraiment éclairé, pour reprendre le contrôle de sa propre trajectoire financière. Et le point crucial, il est là. La question n'est pas de savoir comment paraître riche aux yeux des autres, avec une belle et grande maison. La vraie question, c'est comment devenir financièrement libre? Ce sont deux chemins très très différents. Alors, la question finale qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Est-il préférable d'être un locataire, libre de ses mouvements, avec un capital qui travaille et génère des revenus, ou bien un propriétaire, endetté pour des décennies, parfois enchaîné à un travail et à une ville? Juste le fait de réfléchir à cette question, ça pourrait bien changer toute une perspective financière.